Bien, alors ce soir, nous avons, enfin moi personnellement, j'ai le plaisir d'avoir invité et que Bernard Ivard, qu'il ait accepté de venir. C'est très très sympa de sa part. Nous avons été collègues pendant très longtemps à l'université dite de Bordeaux 4 à l'époque, qui n'existe plus maintenant. On a assisté à la création, à la disparition de cette université. Et simplement dire une chose, du temps de Bordeaux 4, hein, c'était une famille. Je crois que ça n'est plus maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Hein, ça a changé. Tout change. Avec la mondialisation, tout ça. Bien. Bon, mais je reviens au centre de mon propos. Donc Bernard est spécialiste, est un économiste, n'est-ce pas, et spécialiste de l'Europe. Hein, il a écrit, fait de nombreux travaux. Je me souviens d'un bouquin que tu as écrit sur l'Europe. Peut-être il y en a eu plusieurs, je ne sais plus. Bon. Et de nombreux articles. Et Bernard est titulaire de la chaire Jean Monnet, ce qui n'est pas n'importe quoi. Hein, tout le monde connaît Jean Monnet ici. Et il a donc accepté de venir ce soir nous parler de la zone euro. La zone euro est-elle en crise aujourd'hui? Je crois que c'est un profond débat à l'heure actuelle sur la zone euro et sur l'Europe en général, je crois. Et il est important d'en parler à la lumière, justement, des connaissances, à la lumière des propos et de l'analyse d'un spécialiste qui est Bernard. Donc je vous propose de l'écouter. Oui, tu passes celui-là. Bon, merci Bernard pour ce propos liminaire élogieux. Donc bonsoir à toutes et à tous. Alors le thème que j'ai proposé à Bernard de traiter, c'est la zone euro est-elle en crise aujourd'hui? Dans le libellé, il y a une interrogation. J'aurais pu choisir une forme affirmative, dire la crise de la zone euro. En fait, la zone euro n'est pas forcément en crise. Disons que tous les pays de la zone euro ne sont pas forcément en crise. Certains le sont, d'autres ne le sont pas. Donc, poser la question de cette façon, la zone euro est-elle en crise aujourd'hui, m'est apparu plus pertinent. Alors voilà le plan que je propose pour analyser cette question, qui n'est pas un plan strictement financier ou monétaire, parce qu'une des dimensions de la problématique de la zone euro, qui est fréquemment oubliée, c'est celle des systèmes productifs et celle de la performance commerciale intrazone et de la performance commerciale à l'égard du reste du monde, qui est, pour un certain nombre de pays de la zone euro, source de déséquilibre majeur, à telle enseigne que ces déséquilibres, dans leurs relations commerciales, économiques avec l'extérieur, bien finalement les empêchent de se développer correctement. Alors, en introduction, donc, j'aurai quelques propos sur la problématique de l'union monétaire et sur les politiques conjoncturelles qui peuvent être conduites dans une zone d'intégration monétaire pour lui permettre de fonctionner correctement. Ensuite, donc, en deux parties, j'analyserai la problématique de la crise dans la zone euro. Donc, pour moi, la zone euro est globalement hors crise économique ouverte. Et pour répondre à cette question, je vais me référer à des statistiques relatives aux déséquilibres globaux de la zone, qui sont les déséquilibres des finances publiques et les déséquilibres de la relation qu'entretiennent les pays de la zone euro avec l'extérieur, qui s'incarne soit dans la balance commerciale ou, de façon plus complète, dans la balance de transactions courantes. Donc c'est là où le bas blesse principalement, c'est le déficit de la balance de transactions courantes qui est problématique. On en parle généralement assez peu, et parce que finalement on a peu de moyens de résorber ce déséquilibre.
revanche, sur la question monétaire, sur la question du déficit budgétaire et de la dette, effectivement, on est moins avare de réglementation, on intervient beaucoup, et donc il apparaît une réglementation importante en la matière, parce qu'au fond, c'est un déséquilibre qu'on peut le mieux contrôler, et à la limite, c'est un déséquilibre que l'on peut assez aisément résorber en faisant les efforts nécessaires. Alors, je vais donc voir que la zone euro globalement n'est pas en crise, statistiquement elle n'est pas, hein, à cause de l'Allemagne, vous en doutez bien, et des Pays-Bas aussi. Et donc derrière ces performances remarquables de deux pays de la zone euro, bien se cachent des performances moins bonnes, considérablement bonnes parfois, d'autres pays de la zone euro. Donc dans cette zone euro globalement hors crise économique ouverte, eh bien, il apparaît principalement une réglementation financière. Donc je vais la détailler sans trop insister, parce que mon propos n'est pas tellement d'insister sur les aspects financiers des problèmes de la zone euro. C'est généralement ce qui est fait habituellement dans les différentes interventions. On parle beaucoup de questions monétaires, questions financières, de techniques bancaires, évidemment, c'est intéressant, mais ce n'est qu'un aspect, et peut-être l'aspect non principal des difficultés de la zone euro. Donc la régulation financière telle qu'elle est, elle est conduite depuis plusieurs années aujourd'hui, est minimale, mais suffisante pour éviter une crise d'ampleur majeure. En revanche, deuxième partie de mon exposé, eh bien, il y a des États membres qui sont en difficulté sérieuse dans la zone euro. Ce sont tous les États qui ont des problèmes récurrents dans leur relation économique avec l'extérieur, que ce soit l'Europe ou les pays tiers. Donc ces États, eh bien, avec des problèmes récurrents de balance des transactions courantes, donc c'est un cadre comptable qui permet de rendre compte des relations économiques entre un pays et l'extérieur. Et donc, ces déficits de la balance des transactions courantes révèlent en fait une inadaptation, soit à la compétition intra-européenne, soit plus grave, encore, à la compétition internationale, à la mondialisation actuelle. Et je viendrai ensuite à traiter le cas de la France, qui est un pays qui est devenu structurellement un pays, la France est devenue un pays structurellement à déficit jumeau. Donc on trouve un déficit de finances publiques et un déficit de la balance des transactions courantes, principalement donc de la relation commerciale entre la France et les pays tiers. Et, alors ce constat n'est pas le constat d'un jour, d'un mois, non, c'est le constat sur une longue série. Donc ça peut révéler une situation inquiétante. Et en conclusion, donc j'écarterai le risque financier majeur dans la zone euro, ce qui est craint par la plupart des ménages, donc les actifs en banque par exemple. À mon avis, le risque est relativement faible, bien que la situation puisse donner à penser qu'un choc majeur, une crise majeure, soit possible. Je donnerai des chiffres tout à l'heure qui sont assez inquiétants sur le déséquilibre dans le secteur bancaire. Mais la probabilité que cela se traduise par un krach majeur est extrêmement réduite, tout simplement parce que les banques sont trop importantes, du moins certaines d'entre elles sont trop importantes pour connaître une faillite. Donc c'est l'argument too big to fail, bien connu. Et en deuxième point, pour conclure, je soulignerai les divergences de systèmes productifs au sein de la zone euro. C'est le véritable problème, qui ne m'apparaissent pas résorbables, malgré les plans, les différents plans en la matière. Je pense au plan Juncker, qui a été critiqué, qui aujourd'hui a été relancé, qui peut aboutir à 500 milliards d'euros de financement d'investissement productif. Alors, avec un effet de levier assez considérable, un effet de 15, puisque l'Union européenne ne mettra pas plus de 33 milliards
d'euros dans ce plan de soutien à l'activité productive par l'investissement. Le reste, dans la mesure où l'Union européenne cofinance des projets, elle apporte une partie de financement, le reste doit être obtenu par les voies traditionnelles, notamment bancaires. Voilà, alors. Bon, voilà. Bon, alors, je reviens à l'introduction. Donc, pourquoi constituer l'union monétaire? Dans le cas européen, eh bien, il était nécessaire d'achever la construction économique et commerciale par la prise en compte des difficultés que pouvaient générer les variations de taux de change des monnaies nationales entre elles qui peuvent perturber les échanges commerciaux. Comme dans tout processus d'intégration régionale, le développement de l'échange commercial est fondamental, donc il fallait permettre que ces échanges puissent se développer de la façon la plus forte. Et donc, pour ce faire, il a fallu se préoccuper des taux de change des monnaies des pays européens dans le marché unique, notamment. Et il faut donc savoir que toute dévaluation du monnaie nationale entraîne un avantage momentané, toujours un avantage momentané de compétitivité prix, qui est considéré comme une pratique de concurrence déloyale, puisque ça fait apparaître un avantage indu par une manipulation monétaire, et donc cela donne une prime de compétitivité, peut-être un produit qui ne mérite pas. Et de plus, cela peut engendrer des rétorsions, donc un risque de guerre des monnaies. Alors, pour optimiser le fonctionnement du marché intérieur, l'Union européenne a décidé d'aller progressivement à la maîtrise des fluctuations des taux de change, tout d'abord par des accords de change entre monnaies de l'Union européenne. Le dernier en date, qui est le plus réussi, c'est le système monétaire européen 1919 à 1999. C'est un système qui a une référence, une outil technique que je qualifie de remarquable, parce qu'il a été bien conçu techniquement. Mais malheureusement, pour bien fonctionner, il fallait que les capitaux ne soient pas libéralisés ou libérés. Et en 1990, eh bien, la libéralisation des mouvements de capitaux a entraîné un dysfonctionnement majeur, progressif de ce système qui a fini par s'avérer relativement inefficace. Mais initialement, il n'avait pas été conçu pour être mis en place simultanément à la libéralisation des mouvements de capitaux. C'est un phénomène que l'on doit à la mondialisation financière, sous l'ère Reagan et Thatcher, donc phénomène auquel l'Europe n'a pas résisté. Donc, si on avait résisté, peut-être qu'on aurait pu sauver le SMB, qui aurait été certainement un outil préférable à l'union monétaire actuelle, dans laquelle on est rentré trop rapidement, et avec trop de pays dont l'économie disparate ne pouvait pas supporter les contraintes d'une union monétaire. Alors, la zone euro s'est construite avec 19 membres, ce qui est considérable, et a créé ce qu'on appelle l'union monétaire imparfaite. Pourquoi imparfaite? Eh bien, parce que toutes les politiques conjoncturelles ne sont pas communes. Pour que l'union monétaire fonctionne de façon correcte, eh bien, il faut au moins des politiques conjoncturelles communes, et je dirais, ce n'est pas écrit ici, sur la diapositive, des politiques structurelles communes, notamment une politique industrielle, plus généralement une politique de tissu productif, pour avoir un tissu productif communautarisé sur l'ensemble, qui va être gouverné par une monnaie unique. Sinon, ça pose problème. Donc la politique monétaire est commune, la politique budgétaire doit être commune, et elle s'incarne dans un budget fédéral. Alors ce n'est pas le cas dans la zone euro, puisque dans la zone euro, il n'y a pas de budget fédéral, il y a le budget de l'Union européenne, à peu près 150 milliards d'euros à l'heure actuelle, donc c'est
un peu plus de la moitié du budget français. Donc c'est un petit budget. Pas croire que c'est un grand budget, c'est un petit budget. Donc le budget de l'Union européenne, de toute façon, c'était le budget des 28 ou des 27, c'est pas le budget des 19. Alors, la politique monétaire est donc commune, sous la houlette de la Banque Centrale Européenne, et les politiques budgétaires sont nationales, mais elles sont contraintes. Elles sont contraintes par ce qu'on peut appeler le budgétarisme, c'est-à-dire une approche qui considère, une approche qui est contestée, mais qui considère qu'on peut soutenir l'activité par l'assainissement des finances publiques. Donc le budgétarisme a sa pertinence, cela peut éviter l'écueil majeur d'une économie d'endettement. L'économie d'endettement, c'est une fuite en avant, ça revient à transmettre aux générations futures le paiement de la charge de la dette. Bon, c'est commode à court terme, c'est pas commode, effectivement, pour ceux qui vont venir après. Et donc le budgétarisme régit la démarche de régulation des États, et comme ça ne suffit pas, eh bien, l'Union européenne a mis en place deux niveaux de contrôle, l'un par le pacte de stabilité de croissance en 1997, et l'autre beaucoup plus contraignant, qui n'est pas encore appliqué, vers lequel on tend, mais qui est le pacte budgétaire européen de 2013, c'est-à-dire la règle d'or budgétaire ou le traité, le TSCG. Alors, donc politique, il n'y a pas de budget fédéral, donc il y a qu'un contrôle des budgets nationaux par le budgétarisme et un contrôle communautaire relativement souple par le pacte de stabilité de croissance et la règle d'or budgétaire. Alors, je précise que un budget fédéral n'est pas forcément la panacée. Parce qu'on entend souvent dire que l'Europe s'en tirerait mieux s'il y avait un budget fédéral. Pas sûr du tout. Il resterait beaucoup de problèmes, donc c'est pas du tout la panacée. Et donc je l'indique ici en citant les tests empiriques qui ont été faits sur les fédérations existantes qui ont des budgets fédéraux beaucoup plus lourds que ceux que pourrait mettre en place l'Union européenne. Fédération existante, c'est la fédération canadienne, la fédération états-unienne, c'est aussi le cas de la fédération allemande, parce qu'il y a des Länder en Allemagne, donc des régions qui sont fédérées dans le cadre de l'Allemagne. Alors, un budget fédéral, c'est utile pour amortir ce qu'on appelle un choc asymétrique. Un choc asymétrique, donc c'est une difficulté qui va concerner un pays donné, un secteur donné, mais pas tous les pays, tous les secteurs. Et donc, le budget fédéral peut permettre d'amortir un choc asymétrique. Comment? Eh bien, en ponctionnant moins fiscalement la région qui est en difficulté de croissance et en redistribuant davantage. Eh bien, les tests empiriques ont été menés sur les budgets centraux, donc les entités dont je viens de parler, sont assez révélateurs. Donc le budget central aux États-Unis amortit entre 10 et 40%, une accession très faible. Au Canada, 12 à 24%, et en Allemagne, 33 à 42%. Donc un budget fédéral n'est en mesure d'absorber qu'une fraction minoritaire d'un choc sur le revenu régional. Et donc le reste, eh c'est un coût social qui doit être assumé donc, par les autorités locales. Donc c'est une réponse très insuffisante à la résorption des coûts qui peuvent résulter de chocs économiques. Voilà, alors, crise de la zone euro ou crise dans la zone euro, donc j'ai choisi de considérer qu'il n'y a pas de crise globalement de la zone euro, mais qu'il y a des crises dans la zone euro qui concernent un certain nombre de pays, notamment ceux que l'on identifie sur une tendance longue comme des pays à déficit jumeaux. Donc globalement, la zone euro n'est plus en crise, ouverte en tout cas, seuls des États membres sont en crise économique. Bon, alors, on tire tous les touches. Alors, on va passer là. Je suis obligé de faire un montant. Voilà. Ah oui, alors, il y a toujours un processus d'apprentissage. Peut-être il y a pareil.
Voilà, donc une zone euro, globalement hors crise économique ouverte. Quand on prend les statistiques, on arrive à mettre en évidence que la zone euro n'est pas en crise, parce que l'Allemagne et les Pays-Bas se portent bien. Voilà, donc c'est un peu le constat que l'on peut faire. Et donc, j'indique que des équilibres globaux sont relativement contrôlés. Donc, par exemple, le déficit public de la zone euro est en nette régression en 2007, par exemple. Donc, on est en deçà de la règle du pacte de stabilité, de 3%, donc on est à moins 1,5% du PIB. Et la dette publique, également, on tend vers les 60%, on est à 89,6% du PIB. Oui. Mais on tend vers les 80%. Oui, bon, la Grèce est à 139%, mais pour 300 milliards de dettes, alors que la France elle est à 87%, mais pour plus de 2000 milliards de dettes. Donc, la valeur absolue a du sens aussi. Alors, le solde à la balance des transactions courantes de la zone euro est positif à cause des performances allemandes et hollandaises. Alors, on peut aborder la crise dans la zone euro à partir donc des deux grands déséquilibres économiques que je viens de citer, celui des finances publiques qui s'incarne dans le déficit public et la dette publique, et celui de la relation économique et commerciale qu'un pays entretient avec l'extérieur. Saisir, c'est un acronyme pour dire intégration régionale. Donc avec le reste du monde. Donc c'est soit le déficit de la balance commerciale, exportation ou importation, soit le déficit de la balance des transactions courantes, qui est un déficit. Alors la balance de transactions courantes, donc c'était un outil comptable un peu plus large, puisqu'il reprend effectivement l'échange de biens et services, mais il ajoute la balance des invisibles qui concerne, par exemple, les échanges de services en matière de transport, de tourisme, qui concerne les envois de fonds des travailleurs immigrés, dans le sens entrant et sortant, qui concerne les revenus des brevets, les redevances des brevets, qui va prendre en compte aussi des transferts entre structures publiques, par exemple, les versements que la France fait à l'Union européenne et les versements qu'elle reçoit de l'Union européenne. Donc c'est un agrégat un peu plus large qui est utilisé donc pour rendre compte de la capacité d'un pays à être performant dans la mondialisation. Et donc cette balance de transactions courantes, on en parle finalement assez peu, et si on en parle assez peu, c'est que finalement on n'a pas forcément beaucoup de moyens pour en maîtriser les évolutions. Alors qu'il est plus facile, même si la tâche paraît difficile, il est plus simple de tenter de résoudre le premier type de problème, c'est-à-dire le déficit public et la dette. Donc la première approche donc, est monétaire et financière, déficit des finances publiques, donc déficit budgétaire et dette publique en croissance, et se caractérise alors par une régulation significative, on ne parle que de ça. Des structures internationales, que ce soit le comité de Bâle, la Commission européenne, les banques centrales, et même les États. Il y a beaucoup de législation. La question monétaire devient un peu obsédante. Et finalement, c'est qu'une partie des difficultés. Parce qu'au fond, si on n'arrive pas à résoudre les problèmes que posent les défis de la transactions courantes, eh bien, les déficits budgétaires vont continuer à s'accroître et la dette va continuer à croître. Et donc, ce n'est pas une économie plus performante sur les marchés internationaux qu'on pourra arriver à faire reculer les déficits publics et la dette. Or, cet objectif de performance accrue sur les marchés internationaux, cette aptitude à être performante dans la mondialisation, eh bien, ce n'est pas accessible à tous les pays. Il ne faut pas oublier que lors de la première mondialisation, l'Espagne et le Portugal, par exemple, étaient restés en marge de cette première mondialisation, et au cours de la seconde actuelle, eh bien, ces pays sont toujours, bien que plus impliqués dans l'Union européenne notamment, sont toujours en marge, en retrait de cette mondialisation. Par contre, il n'y a pas une fatalité du développement, comme il n'y a pas une fatalité du sous-développement, mais il y a une probabilité non nulle pour qu'un pays ne se développe jamais. Il faut quand même le dire. Donc c'est un message qui n'est pas forcément très positif, mais ce sont les faits qui conduisent à cette réflexion. Alors, la nouvelle régulation concernant les déficits publics et la dette apparaît après la crise des subprimes, donc la crise donc,
immobilière aux États-Unis, qui est consécutive à un endettement trop important ou mal évalué des ménages, donc une crise du privé, qui ensuite touche les banques, qui se transmet ensuite aux États, qui veulent intervenir pour soutenir les banques, pour éviter des faillites bancaires, et soutenir en même temps une activité qui se déprime. Et donc, à ce moment-là, les dettes souveraines vont considérablement se développer. Voilà. Et donc, la régulation consiste à trouver des solutions pour les banques et les États en difficulté de finances publiques. La deuxième approche, plus fondamentale, elle est productive et elle se caractérise en fait par une régulation faible. Parce que quelles sont les règles que l'on peut invoquer au niveau communautaire concernant la régulation en matière commerciale, d'accès au marché étranger? C'est essentiellement la politique commerciale extérieure commune et les règles de l'OMC qui, de toute façon, s'imposent à tous, y compris à l'Union européenne. Et donc, je le répète, la balance de transaction courante révèle la capacité d'un pays à être performant sur les marchés internationaux. Et si on n'est pas performant sur les marchés internationaux, si on a des difficultés d'insertion dans la mondialisation, eh bien on a une balance de transaction courante qui est structurellement négative. Bon, il peut intervenir également une balance commerciale négative qui est compensée ensuite par une performance accrue en matière de services, par exemple touristique, et à ce moment-là, la balance courante redevient positive. Bon, c'est le cas de l'Espagne. L'Espagne a une balance commerciale déficitaire, mais grâce à la balance des invisibles, parvient à avoir une balance excédentaire. Voilà. Alors, il faut penser également que dans le contexte actuel, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la donne productive n'est pas évolutive, elle est figée et s'articule autour des pays de la triade. J'en parlerai un peu plus longuement tout à l'heure. Donc la triade, c'est l'ensemble d'Amérique du Nord, l'Europe et la zone asiatique autour de la Chine. La Chine, le Japon, la Corée du Sud, puis quelques autres pays aussi qui jouent un rôle important. Donc c'est la zone de production industrielle majeure d'avenir et on ne voit aucune raison pour que cela cesse ou s'atténue. Donc il faut en tenir compte. Donc, en conclusion, sur cette question de la balance de transaction courante, pour le moment, je dirais que la résorption des déséquilibres de transactions courantes avec montant en gain des productions tel que cela est préconisé dans le rapport Gallo de 2012, eh bien, est un objectif qui m'apparaît hors de portée de la France actuelle. Et de façon générale, les déficits structurels de la balance de transaction courante peuvent être difficilement résorbés en économie ouverte. Donc, en fait, on n'en parle pas, les pouvoirs publics n'interviennent pas trop sur ces questions-là, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Voilà. Alors, les deux critères que j'ai utilisés, de déséquilibre des finances publiques et de balance de transaction courante, permettent de dresser une typologie des pays de la zone euro qui, bien que globalement hors crise, au travers donc, des deux critères que j'ai indiqués, révèlent donc des situations différentes. Donc il y a des pays sans déficit jumeaux, donc c'est les Pays-Bas et l'Allemagne, balance de transaction courante positive, excédent public et ratio dette PIB qui tend fortement vers les 60% du critère de Maastricht. Des pays avec un seul déficit, généralement c'est le déficit des finances publiques, c'est le cas par exemple de pays voisins de la France, mais qui sont très concurrents sur le plan industriel, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Alors, on note quand même que pour ces pays, la résorption du déficit de la balance de transaction courante est assez récente, notamment en Espagne, en Italie, mais aussi au Portugal. Cette compétitivité accrue qui a permis d'améliorer la performance du marché extérieur est due à un ajustement social. Puis il y a des pays à déficit jumeaux,
Alors c'est là où c'est un grand problème. Hein. Donc, alors ce sont des pays à déficit jumeaux structurels, donc c'est sur une longue période, que l'on constate. La longue période à laquelle je fais référence, c'est disons la période de 1999-2017. Donc c'est quand même une période d'observation qui est longue. Mais on a la France et le Royaume-Uni, bon, lui, c'est un pays donc, qui n'est pas dans la zone euro, qui quitte l'Union européenne. Et donc c'est la France qui est le seul pays à déficit jumeaux. Et il faut noter que les déterminants de cette situation sont antérieurs, évidemment, à 1999. Donc ça fait un moment qu'on ne fait pas ce qu'il faut, au clair. Alors, voilà donc ce bilan global. Donc, pas de crise au niveau global, mais une situation très contrastée au niveau des pays, avec des pays qui sont vraiment en difficulté, c'est-à-dire le Royaume-Uni et la France, avec des déficits jumeaux structurels. Alors, la régulation qui essayait de pallier les difficultés de la zone euro est principalement financière. Elle est minimale, mais elle paraît suffisante. Donc elle s'articule autour de trois modalités d'intervention qui sont principales. Donc c'est la régulation européenne, proprement dit, avec le mécanisme européen de stabilité, et plus récemment, la politique commandante de la Banque Centrale Européenne, avec sa politique du quantitative easing, qui donne des résultats que l'on va qualifier pour l'instant de contrastés. Parce que Mario Draghi considère qu'on n'est pas tombé dans la trappe à liquidité. Bon. C'est discutable. C'est discutable. Parce qu'il y a des indicateurs qui montrent que, avec toutes ces liquidités qui ont été mises sur le marché, qu'on n'ait pas eu une réponse très importante de l'investissement productif et durable, cela montre qu'il y a un problème. Ensuite, il y a l'Union bancaire européenne, qui est un cadre prudentiel nouveau, qui évitera aux États d'intervenir. C'est ça l'objectif principal. Donc les États forts de l'expérience antérieure où ils ont été obligés d'intervenir pour sauver les banques, ont décidé finalement qu'il fallait que d'autres acteurs interviennent pour éviter donc une nouvelle crise d'aide souveraine. Donc c'est l'objectif de cette union bancaire européenne. Puis il y a les accords de Bâle aussi, au niveau donc, encore plus large, donc, qui permettent d'intervenir pour empêcher une crise bancaire systémique, en fait. Voilà, alors je ne vais pas détailler ces trois points de façon abondante, mais je dirais, pour ne pas faire un exposé essentiellement monétaire, parce que je voulais éviter, mais bon, comme on ne parle que de ça, on est obligé d'en passer par là, parce qu'on ne voit que ça, finalement, dans l'action collective. Donc la régulation européenne de crise, donc on a créé après la crise de 2008 un fonds européen de stabilisation pour traiter des dettes des États. Et ce fonds a été créé donc en mai 2010, et donc ça a permis à la Grèce d'éviter le défaut de paiement. Et de façon plus récente, je sautais par mal d'étapes, hein, on en vient donc à la dernière version de cette modalité d'intervention, qui est le mécanisme européen de stabilité, donc qui est un instrument de solidarité financière qui est permanent, doté de 700 milliards d'euros. Alors c'est beaucoup en valeur absolue, mais quand on compare ces 700 milliards d'euros au bilan bancaire, surtout, ou hors bilan bancaire, on s'aperçoit que ce n'est pas grand-chose. Alors le but de ce mécanisme européen de stabilité, eh bien, c'est d'aider un État membre de la zone euro menacé de faillite. Bon, en se portant garantie pour lui en cas d'emprunt si les taux d'intérêt sont trop élevés, donc on pourra emprunter à des taux plus réduits et prêter à un État très endetté qui serait confronté à des taux d'intérêt élevés. Soit aider une banque à être capitalisée. Alors, cette intervention est possible à condition d'avoir ratifié le pacte budgétaire européen ou TSCG, c'est-à-dire le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, donc qui est entré en application en 2013. Alors voilà, donc
le fonds, donc c'est 80 milliards d'euros de fonds propres, plus 620 milliards de capitaux à plat donc, à emprunter sur le marché, avec une répartition par pays, donc 142 milliards d'euros pour la France, et bon, on ne voit pas pour l'Allemagne, parce que j'ai coupé honteusement le graphique, c'est 190 milliards d'euros pour l'Allemagne. Voilà, alors l'article 3 du traité sur la discipline budgétaire, donc, qui a été ratifié par les États, et que les États donc, doivent avoir comme ligne directrice. On ne demande pas à un État qui arrive à un instant T, on demande qu'il tende vers cet objectif. Bon, c'est en général l'approche communautaire. Hein. On n'impose pas à un État une mesure de façon abrupte, on lui laisse le temps d'y arriver. Donc il faut qu'il montre qu'il se rapproche du chiffre objectif. Donc c'est le principe de l'équilibre ou de l'excédent des budgets des administrations publiques. Bon, c'est frappé au coin du bon sens parce que quelle est l'idée sous-jacente? Si on arrive à un excédent des budgets, ça veut dire que les États auront les moyens d'assumer un certain nombre de coûts sociaux. Ils ne pourront pas emprunter, ils pourront, puisqu'ils auront des économies, donc ils pourront les affecter à des dépenses sociales de façon plus aisée. Alors qu'aujourd'hui, on est obligé d'emprunter pour assumer ces dépenses. Donc ça va le problème. Donc on limite le déficit structurel autorisé à 0,5%. Donc le port de 1% à 0,5%. Alors le déficit structurel, c'est le déficit qui intervient en enlevant l'effet de la conjoncture. Quand une conjoncture est déprimée, eh bien les dépenses s'accroissent et les recettes sont amoindries. Donc on corrige le déficit initial de cet effet de la conjoncture. Et donc, ce qui fait qu'on peut avoir en quelque sorte un déficit plus important. Voilà, alors deux exceptions à la règle, donc des circonstances exceptionnelles, bon, s'il y a un cataclysme climatique par exemple, et aussi donc pour les États dont la dette publique est inférieure à 60% du PIB, eh bien, ils pourront avoir un déficit structurel de 1%. Mais la principale disposition, c'est celle-ci, hein, c'est-à-dire arriver à un équilibre ou un excédent des budgets des administrations publiques. Voilà, alors le mécanisme européen de stabilité, c'est 700 milliards d'euros, donc c'est bien, mais les engagements sur instruments financiers à terme, donc, qui sont hors bilan des 4 banques systémiques françaises, donc Crédit Agricole, Société Générale, Paribas et Banque Populaire et Caisse d'Épargne, eh bien, en 2011, c'est 95 922 milliards d'euros, 46 fois le PIB de la France. Alors que le bilan de ces 4 banques, c'est 8 349 milliards d'euros, donc un chiffre beaucoup plus raisonnable. Et donc, quand on parle de régulation financière et bancaire, on prend en considération uniquement ce qu'il y a au bilan des banques, pas ce qu'il y a au bilan. Il y a effectivement un certain nombre d'experts qui ont avancé l'idée, mais bon, ils ont avancé sans trop se faire d'illusions, ils ont avancé cette idée de réfléchir à une régulation qui essaierait de prendre en charge les hors bilan. Non, c'est impossible. On ne peut pas avoir une régulation qui essaie de traiter ces 95 922 milliards d'euros uniquement pour le système bancaire français. Bon, alors, j'ai regardé les chiffres plus récents. Vous allez me dire, ça a peut-être baissé. Pas beaucoup, pas beaucoup. Donc, ici, il y a ACPR, donc c'est l'autorité de contrôle prudentiel de résolution. Donc, c'est un département qui est adossé à la Banque de France, puisqu'il fonctionne avec les bureaux et les effectifs de la Banque de France, qui est chargé de la surveillance du secteur bancaire. Hein. Donc, chaque année, il y a un rapport qui est publié. Et donc, quand on lit, il faut quand même quelquefois rechercher des informations. Pas toujours. Ce chiffre ne saute pas aux yeux. Mais on arrive à le retrouver. Donc, pour 2014, on était à 86 000 milliards. Bon, ça se réduit. Voilà, donc c'est l'état dans lequel se trouve le système bancaire. Alors, c'est un impact que l'on ne voit pas au niveau des entreprises ou au niveau des ménages, c'est que ça perturbe le marché interbancaire. C'est-à-dire les banques, ne sachant pas dans quel état se trouvent leurs partenaires, quand elles ont des excès de liquidité, rechignent à prêter leurs partenaires parce qu'elles ne savent pas si il y aura un retour des fonds prêtés. Donc, en fait, cette structure non assainie des bilans bancaires perturbe le secteur interbancaire, donc le marché des liquidités entre banques. Et finalement, ça impacte
l'économie au travers des crédits aux ménages, aux entreprises. Alors, plus récemment, donc, la BCE est intervenue, cette fois-ci, pour agir, donc pas pour venir au secours des banques ou des États. La Banque centrale est intervenue pour agir sur la croissance économique, puisque la croissance économique est en panne après la crise subprime. Donc, elle a décidé, non pas de financer directement le secteur privé des ménages et des entreprises, mais de donner plus de liquidité aux banques, de façon à ce qu'elles octroient des crédits au secteur privé. Alors, c'est pas parce qu'on donne plus de liquidité aux banques que l'argent va aller au secteur privé. Donc, les banques peuvent utiliser, et elles l'ont fait, pour ces liquidités, pour se désendetter, pour replacer l'argent emprunté auprès de la BCE au moment où elle est rémunérée à taux positif. Bon, aujourd'hui, elle est rémunérée à taux négatif, donc c'est moins intéressant. Mais attention, une rémunération à un taux négatif faible, ça peut être aussi intéressant si on n'a pas d'opportunité de placement autre que des placements plus risqués. Les banques ont acheté des titres publics, évidemment. Et une difficulté que rencontre le canal de la transmission donc, de ces liquidités des banques au secteur privé, c'est qu'il peut y avoir une absence d'opportunité d'investissement rentable aussi, c'est un vrai problème. Il ne faut pas donner l'argent pour que ce soit investi n'importe comment. Donc c'est une question qu'on ne pose pas assez souvent, mais qu'est-ce qu'un investissement rentable? Donc il faut se poser cette question. L'investissement productif aussi peut être déprimé s'il existe des surcapacités. Et donc pour soutenir la croissance économique qui est trop molle, alors c'est pas bon une croissance économique trop molle, ça ne permet pas d'assainir les bilans bancaires. Pour assainir les bilans bancaires, il faut de la croissance, ça permet de consacrer une partie des gains à éliminer les actifs toxiques. Il faut aussi de l'inflation. Alors l'inflation évidemment diminue la valeur des actifs toxiques, mais elle diminue aussi la valeur des actifs qui ne le sont pas. Donc c'est une arme tranchant. Mais dans l'urgence, on préfère qu'il y ait de l'inflation. Alors la vertu de l'inflation, c'est qu'elle dynamise l'activité économique. Quand il y a de l'inflation, les prix augmentent, et donc on sait très bien que la hausse des prix, par exemple, on l'a vu pour la politique agricole, par exemple, on était dépendant de l'importation étrangère dans les années 60 pour les produits agricoles de base, et pour relancer la production intracommunautaire, eh bien, on a pratiqué une hausse des prix en mettant en place un système de soutien des prix au-dessus du cours mondiaux. Voilà. En quelques années, on a eu des excédents. Bon, on se rappelle tous donc des montagnes de beurre stockées dans des chambres froides. Un beurre très refroidi n'est jamais bon ensuite à la consommation une fois qu'il est ramené à la température en beurre. Enfin bon, c'est du passé. Voilà, donc programme de quantitative easing pour soutenir l'activité économique. Alors, j'ai repris donc un journal qui est le Figaro, comme ce graphique, qui expliquait donc comment marchait l'intervention de la BCE. Donc vous avez ici donc le système, l'eurosystème, Banque centrale européenne et les banques centrales nationales, donc qui octroient des liquidités aux banques qui ensuite les reprêtent aux clients, ménages et entreprises. Alors il y a deux canaux qui peuvent intervenir pour actionner les mécanismes du crédit. Donc c'est le coût du crédit. Pendant longtemps, la Banque centrale a agi sur le taux d'intérêt, donc en réduisant progressivement ce taux d'intérêt pour qu'il y ait plus de crédits qui soient faits par les banques aux clients, puis pour alléger aussi le coût du refinancement des banques auprès des banques centrales. Bon, c'est un mécanisme un peu complexe de la création monétaire sur lequel je ne peux pas m'étendre. Mais voilà, donc on a abaissé le taux d'intérêt de façon à permettre plus de crédits au secteur privé. Et comme ça n'a pas suffi, eh bien, on a sorti un argument plus massu, et plus massif. Donc ça a été donc l'achat de dettes d'État, mais ensuite il n'y a pas que des dettes d'État. Hein. Donc ici le graphique, je vais l'actualiser, vous avez des dettes aussi privées, puisque la Banque centrale a fini par acheter des obligations d'entreprise. Donc ça a été considéré, on peut considérer de ce point de vue, c'est un financement direct de l'économie. Et donc là, pour le coup, on peut parler de planche à billets. On peut tourner la planche à billets.
Alors l'intervention n'est pas massive, hein. Les corporates, l'obligation corporate, l'obligation d'entreprise, c'est un marché de 5 milliards d'euros par mois. Donc l'essentiel n'est pas là. Mais la Banque centrale a acheté donc des titres de dette, des titres, donc est intervenue donc, sur les marchés primaires et secondaires pour acheter de la dette publique et de la dette privée, pour financer l'économie. Alors, à quelle hauteur? Je suis reparti sur les joints. C'est pas grave. C'est un appareil donc, qui date des années 68. Voilà, nous sommes. Voilà, donc j'étais là. Voilà, alors. Voilà, donc au début, la Banque centrale a acheté à peu près 60 milliards d'euros et donc le projet était calibré pour arriver à injecter 1140 milliards d'euros de liquidités supplémentaires dans l'économie. Finalement, on va arriver à 2000 milliards. Donc pour une large part, ce sont des achats d'obligations d'État. Donc on soutient le refinancement de la dette publique, 850 milliards d'euros, par rapport aux 6700 milliards d'euros du marché des dettes souveraines. Donc c'est un effort qui n'est pas considérable, mais qu'on peut considérer comme significatif. Et ensuite, comme la Banque centrale voyait qu'il y avait des difficultés pour que ces liquidités atteignent les entreprises et les ménages, elle a décidé d'intervenir plus fortement, notamment en rachetant des obligations d'entreprise. Voilà, alors on peut comparer cette politique de rachat de dette de la BCE aux politiques similaires qui ont été effectuées dans des pays, tiers. Par exemple, la Fédérale Réserve, la Réserve fédérale américaine, a mené une politique quantitative easing pour laquelle elle a injecté 4250 milliards d'euros. Voilà, donc c'est à peu près 2000 milliards d'euros pour l'Europe. La Banque du Japon aussi a injecté 2700 milliards d'euros. Et le Japon est tombé dans la trappe à liquidité. C'est-à-dire que bon, il y a eu l'abondance de liquidités qui n'ont pas servi à stimuler l'économie, donc les liquidités n'ont pas été affectées dans l'économie, celui que très récemment que le Japon est sorti de cette trappe à liquidité. La Banque centrale européenne donc injecte 2000 milliards d'euros. Et la Banque d'Angleterre aussi a mené une politique similaire qui a consisté à injecter 530 milliards d'euros. Donc voilà, pour les ordres de grandeur, cela situe le plan européen. Donc c'est un plan finalement significatif, mais qui n'est pas d'une ampleur considérable. Voilà, alors progressivement, cette politique de quantitative easing va être réduite et devrait voir son terme en septembre 2018. Au total, la Banque centrale aura injecté plus de 2000 milliards d'euros dans l'économie. Donc elle a soutenu la croissance, l'impact quand même relativement modeste. En revanche, en matière de lutte contre l'inflation, bon, on est loin du compte. On peut considérer que l'objectif recherché d'une inflation plus forte n'est pas atteint. Alors, est-ce que le financement de l'économie est assuré? D'après la Banque centrale, oui. Mais quand on regarde, par exemple, pour la France, qui est quand même un pays dans lequel les crédits à l'économie sont importants, en volume, quand on regarde le cas de la France, le constat est mitigé. Donc je donnerai un graphique tout à l'heure quand je présenterai le cas de la France. Donc la mesure est suffisante, ce n'est pas certain. Donc c'est discutable. Et quand c'est discutable en économie, déjà quand on est dans une affirmation péremptoire, on est dans l'incertitude, donc quand c'est discutable, on est encore plus. Enfin, donc il faut se référer aux statistiques les plus récentes pour tenter de se faire une idée au cas par cas. Alors l'Union bancaire européenne, donc je serai plus bref sur cette question. Donc il s'agit d'un cadre de contrôle et de réglementation du secteur financier qui vise principalement à éviter que les risques soient désormais
assumés par l'État. Voilà. Voilà, donc il y a 3 piliers, supervision bancaire, on surveille, on fait passer des stress tests aux banques, qui ne sont pas très contraignants, et on a un dispositif pour résoudre les crises bancaires et les liquider à cas d'échéance si on ne peut pas les sauver. Et puis il y a un mécanisme de garantie des dépôts qui est mis en place progressivement. L'objectif principal, c'est de rompre, je l'ai souligné, le cercle vicieux entre défaillance bancaire et crise dette souveraine. Ça, on n'en veut plus. Donc l'État ne veut plus être en première ligne. Voilà. Et donc je donne un exemple du sauvetage du Banco Popular, qui vient d'être sauvé dans le cadre de cette union bancaire par la BCE, le Conseil de résolution unique, donc une structure qui est en charge la résolution des difficultés bancaires. Donc le Banco Popular avait 37 milliards d'euros de créances douteuses dues à la crise immobilière espagnole. Donc un certain nombre d'actionnaires et de créanciers, enfin, sentant le vent tourner, se sont bien informés, donc c'est pour ça qu'il y a un recours. On parle de trafic d'informations, bon, tout ça, c'est la justice qui le dira, la justice européenne. Donc certains actionnaires, certains créanciers se sont retirés rapidement quand ils ont senti que le Banco Popular avait des difficultés, puis il y a certains créanciers lointains qui n'étaient pas informés, mais qui sont restés, et donc du coup, ils ont perdu de l'argent. Parce que maintenant, le risque est assumé par donc, les actionnaires, les créanciers et les déposants. Voilà. Et donc, la banque a été vendue donc, au Banco Santander pour 1 euro symbolique. Et donc, on considère que c'est un test réussi donc, de la réglementation bancaire. Bon, voilà. Alors, le recours auprès de la Cour de justice européenne risque de ne pas porter ses fruits, parce que le trafic d'informations sera difficile à prouver, puis ensuite, qui va indemniser? Donc on va s'arranger pour que la procédure n'aille pas à son terme, c'est évident. Donc les créanciers seront donc, on peut considérer que c'est perdu. Voilà, alors il y a ensuite les accords de Bâle, donc, qui face au risque bancaire, aux risques multiples, de taux, de solvabilité, eh bien, exige un niveau minimum de capitaux propres. Donc, il y a eu donc différents accords de Bâle, donc je n'insiste pas sur ces différents accords. Bon, tout le monde connaît le ratio Cook, qui impose 8% de fonds propres, donc un seuil minimal de fonds propres pour assumer les risques passifs. Puis en Bâle 3, eh bien, on introduit de nouveaux ratios pour mesurer les fonds propres par rapport à l'actif des banques. Donc tout cela vise à donner plus de capitaux propres aux banques pour pallier les risques. Alors, quel bilan tire à ce jour du fonctionnement global de la zone euro et d'autre part de la régulation financière internationale européenne? Donc trois réflexions. D'abord, la zone euro présente des agrégats économiques globaux favorables, mais qui marquent une divergence économique irréductible et qui menacent à terme la viabilité de la zone. Ensuite, la régulation pour éviter un choc systémique sur le système financier européen est suffisante pour pallier les risques de bilan. On a l'arsenal qu'il faut pour pallier les risques de bilan, mais évidemment une banque c'est aussi son hors-bilan. Le hors-bilan existe, il atteint des sommes impressionnantes, et donc on n'en parle pas, et donc il est vain d'envisager une régulation sur ces hors-bilans. Mais néanmoins, on peut considérer que la crise systémique est peu probable, à cause justement de la taille des établissements, donc le système ne pourra pas s'écrouler, donc c'est l'argument de tout big, tout faible. Donc j'ai déjà parlé. Et enfin, le soutien à l'activité économique par la BCE eh bien, est mitigé. Alors, Mario Draghi considère que la trappe à liquidité est évitée. Bon, on peut s'interroger, selon moi, elle ne l'est pas tout à fait, mais incontestablement, on peut remarquer que le marché bancaire a été fortement perturbé à cause de ces bilans bancaires non assainis. Il le restera durablement. Donc, cela impacte la capacité d'octroi de crédit aux agents économiques. Il y a un risque de bulle d'actifs, parce que si l'immobilier repart avec des crédits qui sont octroyés à des ménages qui risquent l'insolvabilité dans un contexte économique difficile, il peut y avoir une difficulté à ce niveau. Alors, les crédits aux agents économiques
m'apparaissent en progression insuffisante, la croissance économique reste encore faible, et l'inflation également est faible, parce qu'on souhaite avoir au moins 2% et qu'on a un peu plus d'1%. Hein, 1,8. Voilà. Alors, voilà le niveau des crédits aux entreprises et aux ménages en France sur une longue période. Toujours s'intéresser à des graphiques en longue période. Vous voyez, aujourd'hui, donc, est-ce que le crédit est réparti pour les ménages et pour les entreprises? Oui, plus pour les ménages que pour les entreprises. Et donc, les ménages, peut-être, ont tendance à investir davantage dans l'immobilier. Et donc, c'est là où il y a peut-être un risque de bulle. Mais, du point de vue du crédit aux entreprises, vous voyez, aujourd'hui, on considère que le crédit aux entreprises est réparti fortement. En fait, on atteint à peine le niveau des années 2005, 2006, 2007. Hein. Donc, certes, le crédit a progressé par rapport à la période de crise de subprime, mais pas considérablement. Hein. Et comme je le dirais tout à l'heure, les entreprises ont tendance à s'endetter aujourd'hui de plus en plus difficilement parce que elles sont déjà beaucoup endettées. On a l'endettement des entreprises aujourd'hui qui représente 139% de la valeur ajoutée industrielle. Et donc cela incite à penser que dans les années qui viennent, à partir de 2018, l'investissement des entreprises qui est reparti fortement va se tasser. Donc ça, c'est un problème. Donc la réussite du quantitative easing n'est pas acquise. Hein. On ne peut pas le décréter aujourd'hui. Il faut encore avoir quelques temps pour observer ce phénomène. Alors, deuxième partie, alors il y a plus de tableaux, donc c'est un peu plus lucratif pour le public. Donc des États membres en difficulté dans la zone euro. Voilà, donc la crise est là. Donc il y a des États membres qui ne sont pas en situation saine dans la zone euro. Et donc ces États sont des États qui ont des difficultés récurrentes de balance de transaction courante. Donc il y a des pays à excédent structurel de balance de transaction courante, l'Allemagne, le Benelux, les pays scandinaves, et il y a ceux qui sont à déficit structurel des balances de transaction courante, la France et les GIP. Alors, les GIP, ce sont ces pays-là. Grèce, Italie, Irlande, Portugal, Espagne. Donc on voit bien ici, sur une série longue, encore une fois, comment a évolué favorablement pour certains, défavorablement pour d'autres, enfin pour d'autres, et que la France qui est en difficulté enfin, dans ce graphique, sur une longue période. Donc on voit effectivement qu'il y a une Allemagne donc, qui bénéficie pleinement de la zone euro. Bon, il faut savoir que les excédents allemands sont réalisés en concurrence de 58% dans l'Union européenne, et donc 42% dans les pays tiers. Alors la balance transactionnelle va au-delà hein, de la balance commerciale. Donc l'Allemagne a une structure de balance de transaction courante saine sur une longue période, ainsi que le Benelux. Alors c'est moins vrai pour les pays donc GIP, Grèce, Italie, Irlande, Portugal, qui néanmoins arrivent globalement donc, dans la période la plus récente, à partir de 2013-2014, à avoir de nouveau une balance des transactions courantes positives, mais pour ces pays, fréquemment avec une balance commerciale négative. Voilà. Alors, dans la période contemporaine, donc, j'insiste sur le cas des pays du sud de l'Europe. Pourquoi? Parce que ce sont des concurrents de la France sur les marchés européens. Donc, en 2016, donc, on avait cette balance commerciale, donc c'est exportation ou importation, donc c'est un critère un peu plus réduit, mais qui donne bien une image de la façon dont fonctionne commercialement la zone euro. L'Allemagne est en excédent spectaculaire, hein, seul pays donc, qui est au-delà de 250 milliards d'euros, donc c'est considérable. Puis il y a les Pays-Bas aussi qui emboîtent le pas. Et côté balance commerciale négative, alors voilà. Donc on a le Royaume-Uni, puis la France en 2016, puis l'Espagne, la Grèce, le Portugal, oui, pas l'Italie. Hein. Donc c'est l'Italie, donc est un pays qui a une performance sur les marchés extérieurs assez remarquable,
dus principalement sont issus de PME exportatrices, principalement localisées dans le Nord, qui ont une stratégie de conquête des marchés extérieurs très, très active. Et donc, on voit que cette performance se concrétise dans la balance commerciale. Voilà. Alors, voilà, le cas de la France, donc, ce sera le dernier point de mon exposé. C'est peut-être c'est là où peut-être l'argumentation peut être un peu caustique, mais fondée sur des observations statistiques. La France apparaît comme un pays structurellement difficile du monde. Et donc, c'est préoccupant. Alors, il faut considérer que la France fonctionne comme une économie d'endettement sans avoir la discipline d'un pays qui fonctionne comme une économie d'endettement. Et plus précisément, la France bénéficie de la crédibilité de la zone euro qui lui permet d'avoir des taux d'intérêt bas, la confiance des acteurs économiques internationaux, donc ça lui permet d'avoir un endettement à bon marché, et donc on ne s'est pas privé d'emprunter, en refusant ou en ayant de la peine à accepter la discipline de finances publiques, si bien que les économistes considèrent quelquefois que la France, en ayant donc une économie d'endettement indolente, eh bien, fonctionne comme un passager clandestin, donc bénéficie de la zone euro sans en accepter les contraintes. Alors, une conséquence négative qui peut apparaître aussi, c'est que la croissance économique française a un côté, a une partie qui peut être considérée comme malsaine, puisque le taux de croissance du PIB, qui sera de 1,7, est pour partie due à une mauvaise consommation, puisque cette mauvaise consommation est issue d'un endettement. Et donc, si l'endettement servait à renforcer la capacité productive par l'achat de machines, par des robots, etc. Donc, ces robots porteraient leurs fruits par un impact positif sur la production et la croissance économique. Or, ce n'est pas ça qui se produit complètement. Il y a une partie du taux de croissance qui est à 1,7% qui est due à une mauvaise consommation parce qu'alimentée par l'économie d'endettement. Donc, ça peut correspondre, il faudrait faire des tests pour le déterminer précisément, disons à 0,2 points, 0,3 points de PIB. Alors, pour la France, donc, ici, donc, j'ai reproduit la situation de sa balance de transaction courante. Le solde de la balance de transaction courante de la France est tendanciellement négatif, comme on le voit ici, hein, donc, alors que celui de l'Allemagne est positif. Récemment, donc, l'Espagne et l'Italie sont positifs, le Royaume-Uni est négatif. Et puis les pays qui sont hors zone euro, alors il ne faut pas en conclure que c'est dû à la zone euro, les pays hors zone euro, tels que le Danemark, la Suède, donc, ont des statistiques de la transaction positive, la zone euro étant elle-même positive, comme je l'ai dit tout à l'heure. En termes de déficit public et d'endettement public, donc graphique synthétique sur la période contemporaine, donc on voit que l'Allemagne évolue vers des excédents, la France vers un déficit public qui s'amoindrit, et que les pays voisins, Espagne, Portugal, Grèce, sont lourdement endettés, ainsi que le Royaume-Uni. Enfin, pardon, c'est pas la dette, c'est le déficit public. Donc leur déficit public est important pour l'Espagne, Portugal, la Grèce, 1 degré moins l'Italie et la France, dont le déficit quand même se réduit. Donc les efforts portent leurs fruits. Alors par exemple, pour la France, donc, en 2014, on avait donc un déficit public égal à 4% du PIB. En 2016, ce sera 3,4% du PIB. Et en 2016, pardon, 3,4% du PIB. Et on va vers 2,9% du PIB pour 2017, donc ce qui respecte le critère de Maastricht, mais pas la règle d'or budgétaire. La dette publique de la France, donc c'est 2147 milliards d'euros, c'est 96% du PIB. Or, quand on regarde dernières statistiques en la matière, quels sont les États européens de la zone euro qui sont en excédent, eh bien on trouve un peu plus de pays qu'en 2014. Hein. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Grèce aussi, alors dans la mesure où les comptes qu'on nous présente sont vrais, mais on peut le penser puisque les finances publiques sont sous contrôle communautaire. Voilà, donc les pays qui enregistrent, donc il y a de plus en plus de pays qui enregistrent
un excédent d'investissement public, et donc qui vont vers le respect de la règle d'or budgétaire. La règle d'or budgétaire qui a été signée par 25 pays sur 28. Je ne l'ai pas dit, donc 25 pays sur 28, donc le Royaume-Uni n'a pas signé, bon, c'est plus d'actualité, et donc la Croatie et la République tchèque n'ont pas signé non plus. Voilà, alors en ce qui concerne la dette publique, donc, qui est le cumul des déficits budgétaires, on voit que l'Allemagne donc, réduit sa dette publique, la France donc, voit sa dette publique continuer à croître, mais à un taux décroissant quand même. Il faut souligner, la dette publique croît un taux décroissant. Alors, dans ce contexte économique dégradé, avec hausse d'endettement public, la France doit éviter le piège de la dette. Alors, le piège de la dette, c'est emprunter parce que les taux d'intérêt sont bas. Et effectivement, les taux d'intérêt sont très très bas. Certains experts nous annoncent une hausse rapide du taux d'intérêt, et on ne voit pas de raison pour laquelle le taux d'intérêt augmenterait, puisqu'il y a tant de liquidités sur les marchés financiers mondiaux qu'on ne voit pas très bien pourquoi les taux d'intérêt augmenteraient brusquement. Enfin, il faut chercher. Il faudrait une crise politique majeure, mais sur le plan économique, on ne voit pas de raison pour lesquelles, à court terme, le taux d'intérêt augmenterait brusquement. Alors, les taux d'intérêt sont négatifs pour les emprunts jusqu'à une échéance de 2 ans. Donc, la France peut refinancer sa dette à un prix très faible. Même à une échéance de 10 ans, on a 0,69% de taux d'intérêt sur les obligations d'État. C'est très faible. 1,25% en 2014, vous voyez, donc ça continue à baisser. Et pour la Grèce, à la même époque, donc le 10 novembre 2017, il y a quelques jours, donc on avait un taux de 5,2%. Donc c'est plus cher. Donc on peut emprunter sur les marchés et prêter à la Grèce. Sur les marchés, on peut emprunter très peu cher. Voilà. Alors, quels sont les handicaps structurels de l'économie française? J'en vois 3 qui se retrouvent dans les défis jumeaux. Il faut regarder la réalité en face. Les défis jumeaux ne sont pas là par hasard. Ils sont le résultat de 3 phénomènes sur lesquels on a difficilement prise. Il faut quand même le constater. Ou alors il faut du temps pour que la situation évolue. On a une structure politique dans l'Europe qui est déséquilibrée. Donc on a trop de petites unités productives, peu innovantes. Par exemple, on le sait, les établissements de terre intermédiaires, les établissements de taille intermédiaire, on en a 3 fois moins qu'en Allemagne. 8 millions d'entreprises en Allemagne, 3 millions en France. Donc on a un tissu productif qui est moins dense. Donc cela crée une faible capacité d'emploi dans l'industrie et aussi d'emploi qualifié. Et donc le problème de la qualification est important parce que la qualification doit être définie comme la capacité pour un travailleur à faire progresser la valeur ajoutée dans le système productif. Et donc on n'est pas qualifié parce qu'on a un diplôme. Le diplôme n'est pas synonyme de qualification. Donc il faut cesser de penser qu'être diplômé à Bac+5 donne une qualification. On peut être, moi je considère, donc dans un article récent, donc considéré comme déqualifié des diplômés d'enseignement supérieur qui étaient dans de mauvaises filières. Alors ils se sont requalifiés, par exemple, tel diplômé d'enseignement supérieur d'une discipline donnée, mais je ne citerai pas, qui s'est reconverti en faisant un CAP d'ébénisterie et qui est devenu un ébéniste. Et qui s'est réalisé dans l'ébénisterie. Qui est très content de ce nouveau métier. Là, c'est très positif. Il a acquis une qualification qu'il n'avait pas en étant chômeur avec une formation Bac+5. Il faut quand même... Alors, le système n'aime pas qu'on pose le problème en ces termes, parce que le système est à la fois jugé parti, donc il n'aime pas trop à s'auto-évaluer, il s'auto-évalue, il n'aime pas trop à ce qu'on évalue de l'extérieur. Bon, il y a un problème à ce niveau. Ensuite, il faut quand même... on se tourne vers les gouvernants pour pointer du doigt les insuffisances du pays, mais enfin quand même, il faut regarder soi-même ses propres insuffisances. Donc on peut considérer que la population est globalement insuffisamment qualifiée, il faudrait travailler plus et mieux, pour s'adapter à la mondialisation. Alors ça vient
on a trop de personnes qui ne sont pas assez qualifiées en France. Ça vient de l'échec du système éducatif. On ne veut pas en démordre, mais avoir plus de 95% d'une classe d'âge bachelière, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas un signe de réussite. En tout cas, ce n'est pas forcément avec un tel résultat que l'on va qualifier davantage la population. Il faudrait peut-être aller vers des formations professionnalisantes, des formations manuelles, plus adaptées à l'économie française. Et alors, à cette absence de qualification suffisante de la population en France s'ajoute aussi une immigration importante qui est souvent peu qualifiée. Alors, il faut effectivement de l'immigration peu qualifiée, mais il n'en faut pas dans des proportions trop importantes. Ça pose un problème. Ça empêche, par exemple, les prescriptions du rapport de l'ordre de se réaliser. On ne peut pas rénover l'industrie avec une montée en gamme, relancer l'industrie nationale avec une montée en gamme des productions. Alors, cette qualification de la population est un problème majeur. Alors, les pouvoirs publics sont évidemment aperçus. Maintenant, on attend qu'au-delà de la communication, il y ait des solutions vraiment concrètes qui sont mises en place. Moi, je n'en vois pas pour l'instant. Et ensuite, il faut être innovant. Alors, la France a des points forts. Il ne s'agit pas de... Par exemple, on a des points forts dans l'industrie automobile, dans l'industrie aéronautique, dans l'agence spatiale européenne, dans l'industrie du luxe, dans l'agroalimentaire. Mais on est quand même insuffisamment innovant. Je prends ici l'exemple des dépôts de brevets. Par exemple, en 2012, on a déposé beaucoup moins de brevets que l'Allemagne, donc on est notamment en retard par rapport à l'Allemagne. Donc cette innovation aussi doit permettre, ou doit se réaliser, plus précisément, avec plus d'investissements productifs. On ne fait pas assez d'investissements productifs. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le ralentissement de l'investissement est attendu en 2018 parce que les entreprises se sont déjà beaucoup endettées, donc elles ont investi. Donc on arrive à un taux d'endettement de 139% de la valeur ajoutée industrielle, donc ça va freiner l'investissement des entreprises. Et comme le souligne Patrick Artus, alors je ne l'ai pas écrit mais je le dis, il reproche à l'investissement productif, souligne que l'investissement productif en France aujourd'hui ne se rend pas assez vers les technologies de pointe, vers le numérique et vers la robotisation des processus productifs. Et donc, il y a, de ce point de vue, une insuffisance qui est à noter. Alors, est-ce que ce serait nécessaire, évidemment, d'investir dans ces filières? Alors là, je suis reparti pour... Oui. Alors... Non, l'autre côté gauche. Ah oui. Alors, je vais prendre... Comme il n'y a pas beaucoup de... Alors, je vais aller directement... Ça doit être là... Ça doit être à 45. Ah, alors, c'est que... Voilà. Et donc, voilà, alors, cette question donc, de l'investissement productif ne s'incarne pas assez dans les technologies du numérique et de la robotique. Donc, en reprenant les données donc, de la Fédération internationale de robotique et de l'Association nationale de robotique, donc j'ai reproduit en graphique donc, les données concernant l'Europe. Donc, on va dire, en matière de robotisation des processus productifs, donc, on s'aperçoit donc que la France est le pays. La France est le pays donc, qui investit le moins dans les robots industriels, bien qu'on ait d'excellentes firmes, hein, comme je l'ai dit, Bas System par exemple. C'est l'Allemagne qui investit le plus, l'Italie est devant la France, ainsi que l'Espagne. Donc l'Espagne robotise plus ses processus productifs que la France.
Alors vous allez me dire, bon, c'est satisfaisant pour l'Allemagne. Oui et non, parce que quand on regarde la diapositive suivante, par rapport au reste du monde, on s'aperçoit que il y a dans les pays de la triade eh bien, une situation qui apparaît clairement la suivante. Donc l'Amérique du Nord finalement robotise relativement peu par rapport à la zone asiatique. Donc vous avez ici la robotisation des processus productifs en Asie, et ici vous avez donc le cas de la Chine. Et l'Europe donc est ici en tout petit, enfin relativement petit. Donc dans les années les plus récentes, donc c'est deux fois moins que la Chine. Et puis, alors notez au passage qu'on ne voit pas l'Afrique, et on ne voit pas non plus, ou très peu, l'Amérique latine. Donc ce sont deux continents qui sont marginalisés dans les échanges commerciaux internationaux. Ça, les statistiques sur une série longue de l'OMC Le Monde sans ambiguïté, donc je l'ai fait dans un autre article. Marginalisation, donc ces deux continents, dans l'échange commercial international, dans l'investissement direct entrant en termes de flux et de stock. Une capacité à s'insérer dans la mondialisation qui est faible. Et c'est une tâche vraiment qui est très, très difficile pour ces continents. Donc, la donne productive internationale est figée autour de la triade. Donc ici vous avez l'Amérique du Nord qui est la principale zone de conception des processus productifs. L'avance en matière de recherche-développement est notable, mais en matière de production, c'est la zone asiatique qui prévaut, qui prévaudra dans les années qui viennent. Et la zone européenne est intéressante, c'est aussi une zone de conception et de production, mais moindre. C'est principalement une zone de consommation. Voilà les trois composantes de la triade qui structurent la mondialisation actuelle pour de longues années. Et cette donne est figée. Hein. On observe cette donne sur 25 ans, en fait, depuis l'accord de Marrakech. Ça ne bouge pas. Ça confirme année après année la tendance. Donc, voilà, hein, telle est la situation. Alors, ce qui veut dire que la réindustrialisation d'un pays avec montée en gamme des productions, tel que le préconise le rapport Gola 2012, bien, on considère que c'est un objectif hors de portée de toute gouvernance actuelle pour la France, hein, toute gouvernance actuelle ou alternative. Hein, c'est-à-dire, j'entends par gouvernance alternative une gouvernance qui serait, par exemple, qui s'appuierait sur une sortie de la zone euro. La sortie de la zone euro n'enlève pas les difficultés structurelles, les trois grandes difficultés structurelles que j'ai mentionnées. Ça donne une commodité monétaire à court terme, ça permet donc d'utiliser à très court terme la dévaluation compétitive. Donc ça ne suffit pas. Si on veut sortir de l'euro, il faut autre chose. Il faut un programme de système productif complet. Conclusion, donc une zone euro, donc, et j'aurais fini donc de vous assommer, une zone euro dont l'hétérogénéité productive est problématique, et pour laquelle on n'a pas de solution, même s'il existe le plan Juncker, même réactualisé à 500 milliards d'euros. Donc un avenir incertain pour la France hors de la zone euro, même avec un accord de change de type SME. Il faut autre chose, il faut un programme productif. S'il n'y est pas, ben, on ne peut pas. Et moi, je lui ajoute un accord de change de type SME. Hein. Mais de type SME avec contrôle des mouvements de capitaux. Bon, ce cadre financier pourrait tenir à très court terme, mais ça ne suffit pas. Donc un avenir d'économie stationnaire régressive au sein de la zone euro pour tous les pays qui ont une balance de transaction courante déficitaire. Donc on aura des taux de croissance faibles à 1%, avec une tendance à s'affaiblir économiquement. Mais il n'y aura pas de chute, hein. Il n'y aura pas de catastrophe économique, ça c'est une vue d'esprit. Alors, il faut une idée, une perspective. Alors, je ne crois pas forcément à la perspective, mais je la dégage quand même. Il peut émerger, mais ce n'est pas la première fois qu'on envisage ce scénario, une structure d'offres communautaire autour d'un projet franco-allemand qui serait donc une réponse de système productif, non pas monétaire, aux difficultés de la zone euro. Alors, on peut voir les prémices de cette structure d'offres communautaire si on se réfère aux absorptions, aux fusions-absorptions qui ont concerné les appareils industriels allemands et français. Donc, dans les 2 dernières années, il y a eu Valeo a absorbé un équipementier allemand, PSA a absorbé donc Opel. Donc, et puis bon,
dernière fois, Siemens a absorbé Alstom. Donc il peut y avoir donc l'émergence d'une structure d'offres communautaire progressive avec un rapprochement avec politique. Mais la disproportion est importante, je l'ai indiqué. En termes de nombre d'entreprises, on est très en retard. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Bien. Merci Bernard. Hein, c'était ton exposé bien fourni. Hein, et qui pose des questions, qui apporte des réponses. Et c'est vrai qu'on a tous des questions ici concernant l'Europe et concernant la France, puisque c'est quand même notre pays. Moi, je voudrais faire une petite remarque liminaire, avant de passer la parole au public. C'est que, pour moi, je pense que la zone euro, financièrement, est très, très en crise. Et pour moi, une institution qui est vraiment très, très mal en point, c'est la Banque Centrale Européenne. Je pense que tu as souligné que la Banque Centrale Européenne rachetait de la dette publique, de la dette des États. Et le problème, c'est que, premier problème, c'est que la Banque Centrale ne peut pas acheter directement aux États leurs titres de créance. Elles achètent aux banques. Parce qu'il existe une règle qui veut que un État ne puisse pas se financer directement par le biais de la Banque centrale. Donc, les banques achètent la dette des États, par exemple de la dette grecque à 5,2%, la revend, met en pension tout ce qu'on veut à la Banque Centrale Européenne, qui rachète, donc ça veut dire que la banque prend sa dîme, qui redonne de l'argent aux banques, qui elles-mêmes vont racheter de la dette grecque, qui vont la revendre à la BCE, et donc ça, je trouve que c'est malsain. D'une part, c'est un petit peu de la cavalerie, et le jour où il y aura un défaut de paiement, par exemple de la Grèce, comment ça va se passer? Le bilan de la Banque Centrale Européenne, comment va-t-il supporter l'affaire? Ça me pose un problème. Donc je te laisserai en parler après. Et ensuite, si je suis entièrement d'accord avec toi pour la réindustrialisation de la France. Là, totalement d'accord. Bon, je vois peut-être pas les mêmes solutions. On discutait tout à l'heure, avant la conférence, et j'ai rappelé à Bernard le discours comment dirais-je, de quelqu'un de la CGT, mais qui n'était pas un militant, qui était un chercheur, en 1957, qui s'appelait Jean Duret. Essayez de retrouver ça sur Internet, qui, avant la signature du traité de Rome, avait dit « Attention, la France, je ne sais pas les termes exacts de ses propos, que j'ai repris dans des écrits d'ailleurs, disait « On va se faire bouffer. L'Allemagne va prendre le dessus. Et nos entreprises vont être absorbées, vont être dominées par les Konzern allemands, etc., les termes de l'époque. » Et c'était un visionnaire. C'est ce qui s'est passé. Nous nous sommes désindustrialisés au profit de l'Allemagne. Et ça, il faut le dire. Hein. J'ai déjà étudié la chose, mais lorsqu'il se crée un regroupement régional, le pays qui aborde le regroupement en position de leader ne fait qu'accroître son leadership, sauf si il y a des mécanismes compensatoires qui n'existent pas, généralement. Hein, très peu. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Oui, alors, tu as évoqué plusieurs problèmes. Je prends le dernier que tu as évoqué. Donc, l'Europe s'est construite donc, depuis le traité de Rome, et au départ du traité de Rome, la situation de la France n'était pas meilleure que celle de l'Allemagne. Donc on ne peut pas dire que l'Allemagne conquiert l'espace européen depuis le traité de Rome. Dans les faits, effectivement, aujourd'hui l'Allemagne est dominante, mais elle n'a pas été toujours dominante. Et ce sont les pays qui
des États membres qui n'ont pas fait les efforts nécessaires au moment où il fallait le faire. Donc, alors que l'Allemagne a une politique de système productif régulière depuis son entrée dans la communauté européenne. Donc la France a eu des à-coups. Dans les années 70, sous Georges Pompidou, la France était en meilleur état industriel, capable de rivaliser avec l'Allemagne. Par la suite, en 1973, Christian Stophaez soulignait déjà qu'il y avait des trous dans la spécialisation française en matière de biens d'équipement, et donc ceci n'a pas été comblé. Donc aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement difficile. C'est sûr, et qui ne pourra pas être comblé dans un contexte de libre-échange. Ça, il faut bien se le dire. Non, parce que le libre-échange a figé la donne. Non, a accru, je dirais, a accru les disparités. Il est évident que si on veut réindustrialiser la France, il n'y a qu'une solution. Mais quand je dis figer la donne, elle a figé la donne productive sur un certain nombre d'ensembles, donc asiatiques, Amérique du Nord et Europe. Donc ça, il n'y aura pas d'évolution en la matière. La réindustrialisation paraît difficile. D'ailleurs, finalement, on en parle assez peu. On se remet au mécanisme de marché pour créer par la concurrence de nouvelles activités, mais qui en éliminent d'autres. Donc on est dans une forme d'ubérisation de la société en France, donc qui pose problème. Donc on le voit bien. Où peut-on créer des emplois? On a un secteur industriel qui se réduit, donc il y a des difficultés à ce niveau. Donc l'embellie économique que l'on a connue, qui s'est traduite, qu'on connaît, l'embellie toute relative, on connaît, on parle d'une embellie économique actuelle. Même on dit quelquefois que tous les voyants sont ouverts. Bon, pas exagérer, les voyants ne sont pas ouverts. On peut dire les voyants sont à l'orange, même certains restent au rouge. A créé des dizaines de milliers d'emplois, mais certains économistes soulignaient que ces emplois étaient peu qualifiés. Parce que Jean-Hervé Lorenzi, donc, il soulignait qu'effectivement, la France avait bien créé des emplois, mais il y avait un problème, c'est le niveau de qualification de ces emplois. On a une structure collective qui, globalement, n'est pas assez qualifiée. On a une population qui n'est pas assez. Donc ça pose problème. Donc c'est un investissement de long terme qu'il faut faire, mais on peut envisager le problème d'aujourd'hui. Oui, mais... On ne peut pas avoir de résultats immédiatement. Immédiatement, ce qui va se passer, l'ajustement va se faire sur la classe moyenne. Ben ça, il est fait. Non, mais il va continuer à se faire. Il va continuer à se faire. L'euthanasie de la classe moyenne. La transition va être assumée par la classe moyenne qui va être paupérisée, donc alors selon de multiples aspects, parce qu'on n'a pas fini d'y attaquer. Oui. Bon, on va passer, peut-être il y a des questions, des commentaires dans la salle. Oui. L'euro va-t-il s'effondrer? Non, ils sont rentrés sur le marché d'échange. Non, il n'y a pas de raison pour lequel l'euro s'effondrerait, non. Non, il peut éventuellement s'apprécier du fait des difficultés des États-Unis, ce qui n'est pas l'objectif recherché, puisque au fond, on chercherait plutôt à avoir un taux de change. Ce qui inquiète Mario Draghi à l'heure actuelle, c'est que le taux de change de l'euro remonte un peu. Il ne faut pas qu'il remonte trop, parce que cela peut pénaliser l'exportation européenne, donc, qui a besoin d'exporter pour... enfin, l'Europe a besoin d'exporter pour soutenir sa croissance, mais il n'y a pas de raison que l'euro s'effondre. L'euro devrait en fait se déprécier à cause de la politique quantitative visible. Il ne se déprécie pas de façon suffisante. Enfin, voilà, donc... c'est relatif, parce qu'il y a le quantitative easing aux États-Unis aussi, qui concerne le dollar. Hein, ça, c'est sûr. Mais à terme, moi, si je peux compléter, je pense qu'on risque plutôt d'assister à une chute du dollar plutôt qu'à une chute de l'euro, à mon sens. Hein. Pourquoi? Parce que en fait, pour faire un petit peu d'historique, depuis 1971, le dollar n'est plus adossé à l'or. Et le dollar est adossé à quoi? Au pétrole.
Et tant que les échanges de pétrole se feront en dollars, seront libérés en dollars, le dollar sera, je dirais, une monnaie forte, entre guillemets. Mais il s'avère que maintenant, il y a des accords entre la Chine, par exemple, la Russie, qui font que les échanges d'hydrocarbures entre ces pays ne vont plus se faire en dollars. Et donc, la demande de dollars va forcément diminuer. Et on peut assister à ce moment-là à une dépréciation du dollar. Et donc, le dollar tient à cause du pétrole, à cause des échanges en pétrole, de pétrole qui sont nivellés, qui se font en dollars. Et chaque fois qu'on a essayé, qu'un pays a essayé de sortir de ce schéma, eh bien, l'Irak, Saddam Hussein, on sait ce qui s'est passé. En Libye, on sait très bien ce qui s'est passé. Et ce qui peut arriver aussi très bientôt au Venezuela, voilà, qui a récemment décidé de ne plus... Quelle monnaie va remplacer les dollars? Pour ce qui est... Mais ça peut être le yuan chinois, ça pourrait éventuellement être l'euro, mais voilà. Hein, le problème qui se pose, c'est le problème du dollar et qui explique toutes ces guerres. Hein, en ce moment. Voilà, c'est ce que je voulais... Bon, le dollar peut s'affaiblir aussi du fait de l'économie américaine, mais oui. l'économie interne américaine, mais pour l'instant on ne voit pas de signe d'essoufflement majeur de cette économie. Il faut oublier non plus que la Chine a ses avoirs en dollars, donc elle est la première intéressée. C'est vrai, mais la Chine, comme la Russie, achète beaucoup d'or. Faut pas l'oublier. Et je voudrais rappeler que Kadhafi avait l'intention de créer une monnaie africaine qui était fondée, qui devait se baser sur l'or. Je crois qu'il en avait 140 tonnes, semble-t-il, dans les caves de sa banque centrale. D'ailleurs, l'or s'est évaporé, on ne sait pas où il est passé. C'est vrai, voilà. Mais... compte tenu du fait que la zone asiatique, et la Chine en particulier, va dominer la production industrielle mondiale, il n'est pas exclu un changement de stratégie, et donc une question monétaire majeure va se poser pour la Chine. Doit-elle continuer à transactionner en dollars alors qu'elle-même pourrait choisir une autre voie? Mais de toute façon, la monnaie chinoise, pour l'instant, n'est même pas convertie. Hein, donc, non, mais... des progrès à faire dans le nous sommes d'accord, mais les avoirs chinois, il semblerait, enfin, je me souviens avoir lu quelques papiers, que ces avoirs en dollars soient peu à peu réduits par le rachat d'or, par le rachat, par des investissements à l'étranger, des achats d'entreprises, etc. Voilà. Bon, mais on sort peut-être du sujet. Hein. Cela dit, bon, la Chine a besoin du marché états-unien, du marché européen pour exporter. Tout à fait. Tout à fait, parce que le problème de la Chine, moi, je me souviens de l'avoir expliqué à mes étudiants à l'époque, je disais oui, la Chine, la classe moyenne et tout. Le problème de la Chine, c'est le mix de productif de la Chine, c'est que la Chine exporte une forte proportion de sa production vers les pays développés, disons, vers l'Europe, vers les États-Unis. Et donc, ça veut dire qu'elle est fortement dépendante des marchés internationaux. Et pour développer une classe moyenne, il faut augmenter les salaires. Si on augmente les salaires, on augmente les coûts. Donc on augmente les prix. Et si les prix sont trop élevés, eh bien les entreprises coréennes ou les entreprises vietnamiennes, c'est le cas, qui auront des coûts plus faibles, prendront le marché. Et donc là, on a, comment dirais-je, une contrainte majeure au développement de la classe moyenne chinoise. Il y en a des très riches, mais là, ça constitue une contrainte majeure à ce développement. Et c'est vrai que chez nous, la classe moyenne est toute en Asie, comme tu l'as dit. Sauf si les Chinois ils investissent de plus en plus dans des secteurs innovants. Ah oui, là je suis d'accord. Parce qu'ils sont sur une phase d'imitation, mais peu à peu,
Ils commencent à pénétrer le secteur innovant dans tout ce qui est numérique, etc. Ils ne se contentent pas d'imiter. Ils commencent à... Là, c'est la même histoire. Je suis d'accord, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Non, mais C'est en devenir. Pourquoi? Parce qu'ils ont un projet industriel, sachant que nous, en France, nous n'avons pas de projet industriel, et en Europe, nous n'avons pas de projet industriel non plus. Parce que ce serait une seule solution pour que ça marche. Réindustrialiser, il ne suffit pas d'avoir un projet monétaire, financier, etc. Tu l'as souligné. Mais un projet industriel, ça voudrait dire répartir les activités productives au sein de l'Europe, des territoires. Et ça, je ne sais pas. Oui, non, c'est difficile parce que les territoires ne sont pas équipés de la même façon. Donc les infrastructures pour développer l'entreprise sont beaucoup plus denses dans ce qu'on appelle la banane bleue européenne, hein, donc, la zone européenne centrale, comme périphérie. Donc on ne peut pas avoir ce projet, sauf il faut un volontarisme, Voilà. une politique volontariste bien déterminée, ce qui n'est pas le cas, parce que chaque État pense à ses propres intérêts, et donc on est face à des égoïsmes nationaux. Donc l'Allemagne pense trop à l'Allemagne, la France trop à la France, et donc la France veut par exemple mutualiser ses coûts avec les profits allemands. Bon, légalement, c'est pas possible, donc on ne doit pas envisager des problèmes comme ça. Et donc les activités sont trop concurrentielles et pas sur les mêmes gammes. Donc on peut pas avoir un appareil productif européen. On peut envisager de le construire, mais il faut du temps, il faut donner 30 ans par exemple en Europe. On ne s'inscrit pas dans ce temps long. C'est sûr, parce que si on laisse faire le marché hein, fonctionne à court terme. Et ce n'est pas par des optima à court terme additionnés qu'on va faire du long terme. C'est pas possible. Hein. Si on n'a pas un projet, et avoir un projet, ça veut dire, ça implique quoi? Je vais dire un gros mot. Ça implique une planification. Oui, c'est vrai, au moins indicative. Et voilà, indicative, je suis d'accord. Oui, Pas d'impérative, mais indicative. Ça implique un projet, c'est une planification. Planifiée, voilà. Et là, le marché tel qu'il est ne le permet pas. il n'y a pas de planification européenne d'activité, de financement. On sait que ce qui a marché, c'est quelques projets interétatiques, Airbus, Ariane, etc. Oui. Et c'est ça dont on en profite encore. Mais ça, c'est quelques États, pas plus. Hein. C'est pas l'Union européenne en tant qu'institution. Mais l'Union européenne encourage donc ces initiatives, l'Agence spatiale européenne, Airbus, pour les faire davantage. Parce que l'Agence spatiale européenne est un groupement international, il n'y a pas que des pays européens qui participent, Canada, etc. Mais pourquoi pas se soutenir de tels projets? Il n'y a pas cette perspective de politique industrielle. Bon, l'Union européenne a renoncé à avoir une politique industrielle commune parce qu'elle a jugé que, et à juste titre, que les appareils industriels nationaux étaient trop hétérogènes. Donc il est difficile de mettre en place une politique commune en matière industrielle. Parce qu'en fait, une politique commune en matière industrielle aurait pour objectif de financer la répartition de nouvelles activités industrielles sur le territoire européen. Mais pour cela, donc, il faut donc des infrastructures numériques, il faut du haut débit partout. Il faut donc des financements. Qui va financer donc, et on est nombreux. On est 27, 28, 27. Alors, sur quelle base? Financé dans la zone euro, à 19. On est de nombreux pays, bien que on est numériquement important, mais finalement le poids économique des États est variable. Hein, donc il y a deux grands pays, l'Allemagne et la France. Donc c'est pour ça qu'on peut penser que une structure d'offres communautaire autour d'une approche commune franco-allemande pourrait donner des résultats. Mais le problème, c'est qu'elle est envisagée uniquement par des mécanismes de marché. On laisse le marché le faire. Donc,
il n'y a que des acquisitions, des fusions-absorptions qui se produisent, il n'y a pas un volontarisme au niveau donc, de la France et de l'Allemagne à ce niveau, donc il n'y a que le plan Juncker donc, qui finance quand même des investissements dont profitent principalement l'Espagne et le Portugal, beaucoup plus que la France. On comprend difficilement pourquoi la France est moins présente dans le financement de projets autour du plan Juncker que l'Espagne et le Portugal. Donc il faudrait aussi que les acteurs français soient présents pour se mobiliser autour des ressources offertes par la Commission européenne. Bon, là, il me semble qu'en fait, on a parlé de planification. Il me semble que la planification existe, mais elle est un peu confidentielle, parce que bon, il faut distinguer la mondialisation, ça c'est une donnée technique, scientifique. Bon, les moyens de communication, les transports, tout ça font que la planète devient un peu un village global. Mais il y a le mondialisme. Alors le mondialisme, c'est une idéologie qui vise à la mise en place d'une gouvernance globale. Et quand on regarde un certain nombre de comités Théodule qui s'étaient déjà placés, en 68, c'était en 68, il y avait le Club de Rome. C'était un comité Théodule qui avait produit un certain nombre de textes, dont certains étaient très explicites, c'était halte à la croissance. Donc en réalité, dans le cadre du mondialisme, il n'est pas question de continuer à croître. Alors localement, on peut avoir l'illusion, avec les éléments à court terme, avec le marché, on se dit tiens, on va croître, mais au niveau global, il y a des planificateurs qui de temps en temps s'expriment. Bon, on les entend pas trop souvent, mais de temps en temps quand même ils cassent le morceau et ils vont vers la sobriété consentie, etc. Bon, on a toute cette gouvernance par une oligarchie mondialiste, hein, donc qui vise à un certain nombre d'objectifs suivant un plan. Et donc, par exemple, en ce qui concerne les échanges commerciaux, on sait que, c'est depuis Ricardo, on sait que les échanges commerciaux sont favorables à l'État dominant et défavorables à l'État dominé quand c'est un échange entre deux économies. Il y a une économie forte, une économie faible, et le libre-échange aboutit à renforcer ce qui est fort et à affaiblir ce qui est déjà faible. Sauf quand on a la possibilité de jouer sur les taux de change. Les taux de change, mais on dit, dans le cadre de l'euro, on dit « ah mais c'est de la triche ». Si vous jouez sur les taux de change, ça ne va pas du tout. Ce qui fait que ce qui se passe, c'est qu'effectivement l'économie allemande est dominante par rapport à l'économie française et les écarts vont se creuser de plus en plus. Si on continue à jouer cette carte. Mais l'euro maintenant va pouvoir exploser. Pourquoi? Parce que le travail est fini. L'économie française est en décroissance et puis l'industrie, le tissu industriel français est en démolition constante. Et le processus est engagé, maintenant on n'a presque plus besoin de l'euro, ça va se faire tout seul. Donc il est possible que l'euro explose parce que le travail est fini. Donc ce qu'il faut effectivement envisager de faire, c'est reprendre en main un certain nombre de leviers de commande, notamment la souveraineté monétaire, la souveraineté budgétaire. C'est ce que les Anglais ont commencé à faire, parce qu'on a vu tout à l'heure la situation absolument dans le rouge de l'Angleterre. Et les Anglais ont compris le truc, ils se sont dit c'est un marché de dupes. Nous qui avons inventé la relation entre l'Angleterre et le Portugal avec le textile et le vin, on avait inventé le truc, on était dominant, on a été dominant pendant des décennies, voire des siècles. Maintenant on est en train de se faire avoir, mais on connaît la musique, on sort de cette galère. Et donc nous, ce qu'on doit faire aussi en France, c'est aussi sortir de cette galère avec une politique industrielle, une planification effectivement, la mise en place d'un système qui sera beaucoup moins libéral, mais qui permettra de reprendre en main les leviers de commande, parce que la France a des atouts. Et il y a un pays qui peut nous servir d'exemple, c'est la Suisse. Parce qu'en Suisse, ils sont en Europe, mais ils ne sont pas dans l'Union européenne, ils ont deux monnaies, le VIR et le franc suisse. Ils ont une politique industrielle, ils ont des industries de pointe, et je pense que la France, avec les projets genre Airbus, Ariane Espace, etc., peut reprendre en main un certain nombre de choses et relancer l'industrie, la robotique, retrouver un appareil de formation efficace en sortant d'un certain nombre de gadgets qui nous sont imposés par des clowns, ça nous vient d'un peu partout, notamment les laboratoires d'ingénierie sociale californiens qui nous injectent dans notre système éducatif une palanquée de conneries. Donc quand on peut sortir, si on arrive à sortir de ce bidule, qu'on appelle le mondialisme, on aura une mondialisation qui ne sera pas forcément une mondialisation heureuse,
spontanément, mais on réussira à sauver notre mode de vie français qui repose sur une qualité de vie, sur un certain nombre d'acquis des travailleurs, et on ne va pas travailler comme des esclaves. Développer des robots, ça pourrait permettre d'ailleurs d'alléger un certain nombre de tâches, restaurer le système éducatif, reprendre en main la monnaie, balancer la dette, je ne sais où, à la Chine par exemple, pourquoi pas, et aux États-Unis, et puis effectivement développer une autonomie, à nouveau avoir une politique indépendante au niveau militaire, restaurer un certain nombre de capacités productives dans le domaine de l'armement, le numérique, le spatial, etc., pour pouvoir nous défendre. Garder évidemment les armements de pointe. Oui, alors, dans ce que vous dites, on voit bien que la zone euro n'est pas menacée d'une crise financière. Elle est menacée parce qu'il s'y développe un sous-emploi alarmant qui tient au fait que les appareils productifs commencent à se rétrécir dangereusement et qu'on ne sait plus, on ne peut plus créer d'emplois dans l'industrie, on ne sait plus quels sont les secteurs qui pourront créer de l'emploi, et donc cela concerne donc l'avenir de chacun d'entre nous. Et donc la possibilité d'avoir un revenu d'activité est en cause, mais donc ce n'est pas un problème financier qui pourra mettre un terme à la zone euro. Cela dit, bon, retrouver la souveraineté monétaire, aujourd'hui, la souveraineté monétaire n'est pas suffisante. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Pour le système éducatif. C'est bon? Ce que je dis, le système éducatif, innovation. Oui. Bon, on arrive à l'heure limite.